Aujourd'hui, on va s'intéresser aux adresses IP, ce qui te permettra de mieux comprendre comment les appareils communiquent sur Internet. Nous allons voir ce qu'est une adresse IP, les différents types, les différences entre IPv4 et IPv6, ainsi que les principales cyberattaques associées aux adresses IP. Tu es prêt? Alors c'est parti! Une adresse IP est essentiellement l'équivalent d'une plaque d'immatriculation pour les appareils connectés à Internet. C'est une série de chiffres qui identifient de manière unique chaque appareil sur un réseau, que ce soit un ordinateur, un smartphone, une imprimante ou même un réfrigérateur connecté par exemple. Pense à une adresse IP comme un numéro de téléphone, mais pour les données numériques. Quand tu veux communiquer avec quelqu'un, tu peux l'appeler sur son numéro de téléphone via le réseau téléphonique. Eh bien, les adresses IP permettent aux appareils de communiquer entre eux via le vaste réseau Internet. Pour bien comprendre l'adresse IP, il faut savoir que le terme IP dans adresse IP fait référence à Internet Protocol en anglais, soit protocole Internet en français. Un protocole est essentiellement un ensemble de règles qui définissent comment les données doivent être transmises et reçues sur un réseau. Et donc dans le contexte des adresses IP, le protocole Internet est la norme qui permet d'attribuer et de gérer ces adresses uniques. Internet Protocol est donc comme le langage que les appareils utilisent pour se parler sur Internet. Et aujourd'hui, IP est la base de la communication sur le web et il assure que les données sont dirigées vers les bons destinataires tout en garantissant qu'elles arrivent à bon port et de manière fiable. Ainsi, une adresse IP est essentiellement une étiquette numérique utilisée par le protocole Internet pour identifier et acheminer les données vers les appareils connectés à Internet, qu'il s'agisse de ton smartphone ou de ton ordinateur par exemple. Mais il faut savoir que les adresses IP ne sont pas uniquement utilisées sur Internet, on utilise également les adresses IP lorsque l'on veut échanger des données sur un réseau local par exemple. Donc retiens bien qu'Internet Protocol est un langage de communication omniprésent en informatique. Maintenant que nous avons compris le rôle essentiel des adresses IP dans la communication des réseaux, voyons maintenant ensemble les différents types d'adresses IP. Il faut comprendre qu'il y a deux types d'adresses IP, les adresses IP publiques et les adresses IP privées. Les adresses IP publiques sont celles que l'on utilise sur Internet. Ce sont comme l'adresse principale de ta maison, mais sur Internet. Les adresses IP publiques sont utilisées pour identifier un réseau ou un appareil sur le vaste réseau mondial qu'est Internet. Une adresse IP publique est essentiellement le numéro d'identification unique attribué à un réseau ou un appareil lorsqu'il est connecté à Internet. Cette adresse est visible par tous les autres appareils et serveurs sur Internet. Tu peux comparer une adresse IP publique à l'adresse de ta maison, permettant à Internet de savoir où tu te trouves. Les adresses IP publiques sont cruciales pour diriger le trafic Internet vers les bons réseaux et appareils. Mais pour que tout cela fonctionne correctement, il faut que chaque adresse IP publique soit unique afin que chaque appareil puisse communiquer de manière fluide et sécurisée. C'est pour cela qu'il existe ce qu'on appelle l'attribution des adresses IP, qui consiste à assigner des adresses IP aux appareils sur un réseau. Dans le cas des adresses IP publiques, tu l'auras compris, le réseau c'est Internet. Et pour l'attribution des adresses IP publiques, ce sont les fournisseurs d'accès à Internet, ou FAI, qui généralement s'en occupent. Donc c'est Orange, SFR ou encore Bouygues Telecom qui va attribuer les adresses IP publiques de vos box Internet. Ainsi, lorsque tu te connectes à Internet via ta box Internet, ton fournisseur d'accès Internet va t'attribuer une adresse IP publique et c'est grâce à cette adresse que tu pourras te connecter sur Internet. Mais du coup, étant donné que c'est ton fournisseur d'accès Internet qui fournit ton adresse IP publique, eh bien cela veut dire que l'on peut associer tes informations personnelles à une adresse IP publique. C'est pour cela qu'on utilise des VPN qui permettent de se connecter à un autre serveur au lieu de se connecter directement à Internet. Donc en gros, on va utiliser une autre adresse IP pour se connecter à Internet, ce qui permet d'augmenter la protection de notre vie privée. Maintenant que nous avons vu les adresses IP publiques qui permettent de se connecter à Internet, voyons ensemble les adresses IP privées. Contrairement aux adresses IP publiques, les adresses IP privées sont utilisées à l'intérieur des réseaux locaux, tels que ceux que tu as chez toi, dans ton entreprise ou à l'école par exemple. Une adresse IP privée est un peu comme un numéro de chambre dans un hôtel. Elle identifie un appareil spécifique au sein d'un réseau local, mais elle n'est pas visible sur Internet. On dit d'ailleurs que ces adresses ne sont pas routables et elles sont uniquement réservées aux communications internes d'un réseau. L'utilisation d'adresses IP privées permet par exemple à de nombreux appareils de partager une seule adresse IP publique,
pour accéder à Internet, tout en maintenant l'ordre et la sécurité dans le réseau local. Par exemple, si tu as plusieurs appareils connectés à ton réseau local, chacun d'entre eux aura une adresse IP privée unique qui lui permettra de communiquer avec d'autres appareils de ton réseau, tels que ton imprimante ou un autre ordinateur. Ces adresses IP privées sont généralement attribuées par le routeur de ton réseau local. Il gère un pool d'adresses IP privées disponibles pour l'attribution et lorsqu'il reçoit la demande d'attribution d'adresse IP d'un appareil lors d'une connexion, eh bien le routeur sélectionne une adresse IP privée disponible dans son pool. Mais du coup, si nos appareils sur notre réseau local ne peuvent pas communiquer avec Internet avec leurs adresses IP privées, comment on arrive à y accéder? Eh bien c'est grâce au routeur dans notre box Internet qui utilise un processus appelé NAT pour Network Address Translation afin de gérer les connexions entre les appareils locaux et Internet. NAT est une technique qui agit comme un intermédiaire entre les appareils de ton réseau local et Internet. Elle permet à de multiples appareils ayant des adresses IP privées d'accéder à Internet en utilisant une seule adresse IP publique. Imagine que ton routeur qui utilise NAT est comme un traducteur multilingue pour tes appareils. Chaque appareil du réseau local parle sa propre langue, son adresse IP privée, mais lorsqu'il veut communiquer sur Internet, NAT traduit ses adresses privées en une seule adresse publique qui est visible par le monde extérieur sur Internet. Cela permet à ton réseau local d'être connecté de manière transparente à Internet tout en assurant la sécurité et la gestion efficace des adresses IP. Ainsi, si les adresses IP publiques sont uniques pour pouvoir bien communiquer sur Internet, eh bien les adresses privées doivent uniquement être uniques au sein d'un réseau local, mais peuvent être réutilisées dans un autre réseau local. Pour terminer avec les adresses IP privées, il a été établi que celles-ci doivent se trouver dans une plage d'adresses bien précise que tu vois ici. Ce sont donc ces plages d'adresses que l'on va utiliser au sein d'un réseau local. Tu connais maintenant les deux types d'adresses IP, mais pour bien comprendre comment les adresses IP fonctionnent au quotidien, on va voir un cas pratique. Par exemple, imagine ton réseau local avec quelques ordinateurs et une imprimante. Chaque appareil de ton réseau local possède une adresse IP privée unique et ces adresses ne sont pas divulguées sur Internet. Comme nous l'avons vu, elles servent uniquement à identifier un appareil sur un réseau local. Et pour te connecter à Internet, eh bien tu vas passer par ta box Internet qui possède à la fois une adresse IP privée pour communiquer avec les appareils du réseau local, ainsi qu'une adresse IP publique attribuée par ton fournisseur Internet pour communiquer avec Internet. Donc en fait ta box est la passerelle qui permet de se connecter à Internet à partir de ton réseau local avec notamment la technologie NAT. Et lorsque tu te connecteras sur un site par exemple, eh bien ce sera l'adresse IP publique de ta box qu'on utilisera. Pour comprendre l'utilisation des adresses IP, voyons ensemble le cas d'une connexion à un site web. Lorsque tu souhaites te connecter à un site, tu utilises ce qu'on appelle un nom de domaine, par exemple pierreloiseau.com. Les noms de domaine permettent à un homme de facilement retenir l'adresse d'un site web, car en réalité, derrière les noms de domaine se cachent les adresses IP des serveurs web. Sauf que c'est assez compliqué à retenir pour nous, du coup, vu que les ordinateurs communiquent sur Internet avec des adresses IP, eh bien lorsque tu te connectes à un site, ton navigateur va dans un premier temps interroger un serveur DNS pour obtenir l'adresse IP du serveur web associé au nom de domaine. Et une fois que le navigateur reçoit l'adresse IP du serveur web, eh bien il peut communiquer avec lui en lui envoyant une requête HTTP ou HTTPS et le serveur web va lui renvoyer la page web demandée que le navigateur affichera. Tu comprends donc maintenant l'importance des adresses IP sur Internet et à quel point elles sont indispensables pour que tous les appareils puissent communiquer de la bonne manière sur Internet. Intéressons-nous maintenant à la structure d'une adresse IP. Tu as certainement déjà vu une adresse IP, soit en cherchant la tienne sur Internet ou sur l'invite de commande Windows, soit en manipulant des logiciels de cybersécurité par exemple. Mais concrètement, à quoi les chiffres d'une adresse IP correspondent et comment sont-ils organisés? Pour que tu puisses comprendre au maximum, nous allons détailler dans cette partie les adresses IP version 4, dite IPv4, car c'est la version la plus utilisée aujourd'hui. Tu as certainement déjà entendu ou lu IPv4 et IPv6, mais nous verrons les différences entre les deux versions plus tard dans la vidéo. L'adresse IPv4 est donc composée de 4 groupes de chiffres, chaque groupe pouvant aller de 0 à 255. Pour mieux comprendre comment cela fonctionne, imagine une adresse IPv4 comme une adresse postale.
Elle est composée de chiffres, mais elle porte en réalité deux informations cruciales. Les deux premiers groupes de chiffres identifient le réseau auquel un appareil est connecté, tandis que les deux derniers groupes définissent l'appareil spécifique au sein de ce réseau. C'est un peu comme avoir l'adresse de ton quartier et celle de ta maison. Cette distinction est fondamentale car elle permet d'acheminer les données vers le bon réseau et l'appareil exact. Pour cet exemple, nous allons prendre une adresse IP privée standard, par exemple 192.168.1.10. Le premier groupe, donc 192, représente l'adresse du réseau local. Cela identifie le réseau auquel l'appareil est connecté. Dans cet exemple, 192 est l'adresse du réseau auquel l'appareil appartient. Le deuxième groupe, 168, désigne également l'adresse du réseau. En d'autres termes, il s'agit d'une subdivision de l'adresse du réseau permettant une identification plus précise. Cela peut être comparé à une section ou à un département spécifique au sein de l'organisation. Le troisième groupe, 1, est l'adresse d'un appareil sur le réseau. Cela identifie que l'appareil est le premier sur ce réseau particulier. Il est semblable à l'adresse d'un bâtiment dans une section particulière de l'organisation. Enfin, le quatrième groupe, donc 10, est l'adresse spécifique de l'appareil. Dans le contexte de ce réseau, et en utilisant une analogie, c'est comme l'adresse de la maison dans cette section de ton quartier ou encore l'adresse d'une salle ou d'un bureau dans un bâtiment. Ainsi, 192.168.1.10 est une adresse IPv4 privée qui indique que l'appareil est connecté au réseau 192 dans la subdivision 168, qu'il est le premier appareil, donc 1, sur ce sous-réseau et que sa propre adresse au sein de ce sous-réseau est 10. Cette division en 4 groupes permet aux appareils d'un réseau local de communiquer efficacement. Analysons maintenant une adresse IP publique. Une adresse IP publique est également composée de 4 groupes de chiffres, tout comme une adresse IP privée. Prenons l'exemple de l'adresse IP publique 203.0.113.12. Le premier groupe, 203, représente généralement l'adresse du réseau ou du fournisseur d'accès à Internet qui a attribué cette adresse IP. En d'autres termes, il s'agit de l'adresse du réseau auquel l'appareil est connecté via Internet. Le deuxième groupe, 0, peut être utilisé pour diviser davantage l'infrastructure du FAI ou du réseau. Cependant, ce n'est pas toujours le cas car ce groupe peut également être réservé à d'autres utilisations spécifiques. Le troisième groupe, 113, identifie potentiellement une subdivision spécifique à l'intérieur de ce réseau ou de cette infrastructure. Il peut être utilisé pour désigner une région géographique, un sous-réseau ou des serveurs particuliers. Enfin, le quatrième groupe, donc 12, identifie un appareil ou une interface réseau particulière à l'intérieur de cette subdivision. Dans le contexte d'Internet, il s'agit généralement d'un routeur, d'un serveur ou d'un appareil spécifique connecté à ce réseau. Ainsi, 203.0.113.12 est une adresse IP publique qui indique le réseau auquel cet appareil est connecté et l'adresse spécifique de l'appareil ou de l'interface sur ce réseau. Mais du coup, jusque-là, nous avons principalement parlé d'adresse IPv4. Mais il faut comprendre qu'il existe une version plus récente, à savoir l'adresse IPv6. La principale différence est la quantité d'adresses disponibles. IPv4 utilise des adresses 32 bits, ce qui limite le nombre d'adresses IP disponibles à environ 4 milliards. Cela peut sembler beaucoup pour certains, mais avec tous les appareils qui se connectent sur Internet aujourd'hui, ce n'est pas tant que ça. Et d'ailleurs, sans la technologie NAT, l'adoption d'IPv4 avec sa pénurie d'adresses IP publiques aurait été bien plus compliquée. Mais c'est là qu'IPv6 entre en jeu, car en utilisant des adresses de 128 bits constituées de 8 blocs hexadécimaux de 16 bits, eh bien on peut avoir un nombre pratiquement inimaginable d'adresses IP, à savoir plus de 340 sextillions d'adresses possibles. Cela signifie que chaque appareil connecté à Internet pourrait avoir sa propre adresse unique, sans pénurie d'adresses. Pour le moment, la transition entre IPv4 et IPv6 est en cours. Certains fournisseurs d'accès à Internet proposent d'ailleurs un accès aussi bien en IPv4 qu'en IPv6, mais ce n'est pas encore gagné. En tout cas, tu connais maintenant la différence. Pour terminer la vidéo, et vu que nous sommes sur une chaîne YouTube dédiée à la cybersécurité, voyons ensemble quelques cyberattaques liées aux adresses IP. En cybersécurité, il existe beaucoup de cyberattaques qui tirent parti des adresses IP pour compromettre la sécurité des réseaux et des systèmes. Les 3 attaques les plus courantes sont le scaling, l'IP spoofing ainsi que les attaques DDoS.
Le scanning en cybersécurité est une technique d'exploration des adresses IP afin de repérer des vulnérabilités potentielles. Les hackers utilisent des logiciels pour balayer un large éventail d'adresses IP à la recherche de systèmes mal configurés, de ports ouverts ou de failles de sécurité. Une fois qu'ils identifient une vulnérabilité, ils peuvent l'exploiter pour accéder au réseau ou au système ciblé. Le scanning est l'une des étapes préliminaires dans de nombreuses attaques ou lors du pentesting d'un environnement, car il permet d'identifier des cibles potentielles. Ensuite, nous avons l'IP spoofing, ou usurpation d'adresse IP. C'est une technique utilisée par des hackers malveillants pour masquer leur identité en falsifiant leur adresse IP d'origine. Cette pratique trompe les destinataires en leur faisant croire que les données proviennent d'une source légitime, alors qu'en réalité, elles émanent d'une source malveillante. A l'inverse, on peut utiliser l'IP spoofing pour provoquer une attaque DDoS sur une adresse IP cible. En clair, l'IP spoofing peut être utilisé pour diverses activités malveillantes, telles que le phishing, les attaques par DDoS, ou même l'infiltration de réseaux sensibles. Enfin, nous avons les attaques DDoS, acronyme de déni de service distribué, qui visent à submerger une cible, qu'il s'agisse d'un site web, d'un serveur ou d'un service en ligne, en inondant sa bande passante avec un volume massif de trafic provenant de multiples sources. Cette surcharge de la bande passante a pour résultat de rendre la cible indisponible, créant ainsi un déni de service. Les attaques DDoS peuvent être utilisées pour perturber des opérations en ligne ou pour demander une rançon. Si tu veux plus de détails sur les attaques DDoS et l'IP spoofing, je te renvoie vers ma vidéo sur les attaques DDoS qui sera bien plus précise et complète. Voilà, tu sais désormais ce qu'est une adresse IP et comment on les utilise globalement. C'est au final assez simple à comprendre, mais cela fait partie des fondamentaux en réseau que tu dois connaître pour ton apprentissage de la cybersécurité, donc c'est bien que tu sois resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si tu es intéressé par la cybersécurité mais que tu es complètement novice et que tu ne sais pas par où commencer, tu trouveras dans la description mon guide gratuit pour bien débuter en cybersécurité et qui t'indiquera tout ce que tu dois apprendre pour devenir un expert en cybersécurité. Je t'invite également à rejoindre mon groupe Telegram et à me suivre sur Twitter. Je donne régulièrement des conseils et des ressources en cybersécurité et cela te permettra de pouvoir échanger sur la cybersécurité. Donc n'hésite pas à me suivre, tous les liens sont dans la description. Voilà, n'oublie pas que le plus dur dans la cybersécurité, c'est de s'y mettre une bonne fois pour toutes. Alors lance-toi et deviens un expert avec moi.